Imaginez un crime qui déchire une famille, ébranle une nation entière et demeure, des décennies plus tard, une plaie ouverte dans la mémoire collective. Un crime où chaque indice mène à une impasse, chaque témoignage se contredit et où le coupable reste une ombre. C'est l'histoire de Grégory Vilm, un enfant de 4 ans dont le destin tragique a scellé à jamais le mystère de la Vologne. Bienvenue sur notre chaîne où nous plongeons aujourd'hui dans l'une des affaires criminelles les plus célèbres et les plus déchirantes de France, l'affaire Grégory. Comment un petit garçon a-t-il pu disparaître de sa cour pour être retrouvé ligoté dans une rivière sans que la justice ne puisse jamais désigner un coupable définitif? Préparez-vous à revivre une chronologie complexe et pleine de rebondissements. Une histoire où la jalousie familiale, les défaillances judiciaires et le déchaînement médiatique se sont entremêlés pour créer un véritable drame national. Avant même la tragédie, une ombre menaçante planait au-dessus de la famille Vilm. Au printemps 1983, Jean-Marie et Christine Velmin et leurs parents commencent à recevoir des appels et des lettres anonymes. Leur expéditeur, un personnage que la presse surnommera le Corbeau. La première lettre connue, glissée dans la fenêtre de Jean-Marie le 3 mars 1983, est le prélude d'une série de messages de plus en plus personnels et menaçants, annonçant une vengeance. Ces intimidations, bien que cruciales pour comprendre les événements à venir, vont également embrouiller l'enquête pendant des décennies. Nous sommes le mardi 16 octobre 1984. Peu avant la tombée du nacre éviteur de 16 heures, le petit Grégory, âgé de 4 ans, joue devant la maison familiale à l'Épange sur Vologne, dans l'est de la France. Soudain, il disparaît. Vers 5h32, l'oncle de Grégory, Michel Villemin, reçoit un appel téléphonique de Le Corbeau, revendiquant la vengeance et, selon les récits, désignant plus tard la rivière Vologne. Un peu au même moment, une lettre de vengeance est postée à 5h15 à l'Épange, à l'attention du père de Grégory. Elle arrivera le lendemain matin, portant ces mots glaçants: « J'espère que tu mourras de chagrin, chef. C'est ma vengeance, imbécile. » Le 21 Hurlacantrar, ses mains et ses pieds sont liés et un bonnet de laine recouvre son visage. La photo du corps repêché, diffusée dans la presse, choque la France entière et marque les esprits à jamais. La gendarmerie Rouesset-7 se concentre rapidement sur Bernard Laroche, le cousin du père de Grégory. C'est le témoignage d'une jeune fille, Muriel Bollet, alors âgée de 15 ans, qui l'accable. Elle affirme avoir été en sa compagnie le jour du crime. Mais face aux caméras, Muriel se rétracte, déclarant que ses aveux lui ont été arrachés sous la pression. Des contradictions temporelles émergent aussi dans les témoignages des transports scolaires. Avec des preuves jugées faibles, Laroche est libéré après quelques semaines de détention. L'affaire prend alors une tournure encore plus dramatique. Convaincu de la culpabilité de son cousin, Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, se fait justice lui-même. Le 29 mars 1985, il tire sur Bernard Laroche et le tue. Il sera condamné à une peine légère et libéré après quelques années. Ironiquement, Bernard Laroche bénéficiera plus tard d'un non-lieu posthume. Ce cycle infernal de la vengeance familiale ajoute une couche de tragédie amère à l'affaire et perturbe durablement le cours de la justice. Mais une orse, le Souspont, se tourne de manière inattendue vers la mère de Grégory, Christine Vilmin. Elle est mise à examen, incarcérée pour une courte période, puis libérée faute de preuves solides et de mobiles convaincants. Finalement, le 2 février 1993, elle est totalement innocentée. La famille Vilmin reste pourtant sous le feu des projecteurs médiatiques pendant des années, vivant un véritable calvaire. Avec l'avènement des nouvelles technologies, l'espoir renaît. Le dossier est rouvert à plusieurs reprises pour effectuer des tests ADN sur les timbres des lettres, les cordes et les vêtements de l'enfant. Mais les résultats sont systématiquement non concluants en 2000, 2008 et 2013. Chaque tentative de la science de percer le mystère se heurte à une mure. Mais grâce à de nouvelles analyses des lettres et l'utilisation d'outils d'analyse criminelle modernes, l'affaire connaît un rebondissement spectaculaire en 2017. Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grande-tante du père de Grégory, sont interpellés et mis en examen pour des charges liées à un enlèvement suivi de mort. Muriel Bollet est également mise en examen pour enlèvement de mineurs suivi de mort. Bien que cette vague d'arrestations n'ait pas abouti à des condamnations définitives, elle a relancé avec force la thèse du conflit familial et de la jalousie qui circulait depuis 1984. Mais le drame judiciaire ne s'arrête pas là. Au milieu de cette tempête médiatico-judiciaire, le premier juge d'instruction de l'affaire, Jean-Michel Lambert, se suicide en juillet 2017, laissant une lettre désespérée, évoquant la pression et le bruit autour du dossier. Un nouveau coup de théâtre qui souligne la complexité et la charge émotionnelle de cette affaire. L'enquête, bien que longue et semée d'embûches, ne s'arrête jamais vraiment. En 2021, un rapport de stylométrie, analysant le style linguistique des lettres, suggère que Le Corbeau pourrait être l'œuvre de plusieurs auteurs, avec une forte ressemblance de certaines lettres avec le style de Jacqueline Jacob.
Ce rapport, bien que controversé, n'a pas fermé le dossier. Puis, en octobre 2023, une avancée surprenante. Une femme sans lien avec la famille est identifiée par ADN comme étant l'auteur d'une des lettres anonymes de 1985. Un chemin de traverse qui malheureusement ne résout pas le mystère central. Mais pourquoi l'affaire Grégory a-t-elle si à point ébranlé la société française? Premièrement, une famille divisée par la jalousie sociale. Les enquêtes de 2017 ont ravivé la thèse d'un conflit familial alimenté par la jalousie autour de la réussite professionnelle du père, ce chef mentionné dans les lettres. Deuxièmement, un déferlement médiatique et une véritable place publique. La photo du corps repêché, les fuites incessantes et la manière dont la mère a été dépeinte par certains médias ont eu un impact profond sur l'opinion publique et inévitablement sur le cours de la justice. Enfin, une guerre des polices et des erreurs procédurales. La rivalité entre la gendarmerie et la police judiciaire, les changements successifs de magistrats et le suicide du premier juge ont fait de ce dossier un symbole des échecs de l'enquête quand elle se mêle aux relations familiales et à la pression médiatique. L'affaire Grégory est bien plus qu'un simple fait divers, c'est un miroir des tensions et des dysfonctionnements de notre société. Le 16 octobre 1984, un petit garçon de 4 ans, un bonnet sur le visage, ligoté dans les eaux froides de la Vologne. Aujourd'hui, en cette année 2025, près de 40 ans plus tard, le crime de Grégory Villemain reste non résolu judiciairement. L'enquête est toujours active, avec de nouvelles demandes d'ADN et d'analyse vocale en 2024, signe que l'espoir de faire éclater la vérité, même ténue, persiste. Mais le silence de la Vologne continue de résonner, porteur d'un secret que le temps n'a pas réussi à effacer. Que pensez-vous de cette affaire? Avez-vous une théorie sur l'identité du corbeau? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette immersion dans un des plus grands mystères criminels français vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations et de la partager avec vos amis. Votre soutien nous aide à continuer à décrypter ces histoires qui défient le temps.